Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une thèse assez provocatrice. L'idée qu'une Europe craintive ferait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher ses voisins nord-africains de s'unir. On va décortiquer cet argument étape par étape, en se basant sur la source qui nous est fournie. D'entrée de jeu, l'auteur pose sa thèse, et elle est pour le moins directe. Tout signe de rapprochement, la moindre étincelle d'unité entre le Maroc et l'Algérie provoquerait une véritable terreur chez les puissances européennes. Mais alors, pourquoi cette peur? D'où viendrait cette prétendue terreur? Eh bien, pour l'auteur, la réponse est simple. Il s'agit de la peur de voir naître une nouvelle superpuissance juste de l'autre côté de la Méditerranée. Et on ne parle pas de n'importe quoi. Le texte avance un chiffre. 90 millions de personnes. C'est une force démographique énorme qui rivaliserait sans problème avec les plus grands pays d'Europe. Mais l'argument ne s'arrête pas à la démographie. Selon le texte, ces deux nations seraient en fait parfaitement complémentaires. L'Algérie avec son énergie et ses minéraux, le Maroc avec son agriculture et ses ressources maritimes, ensemble elles formeraient une entité quasiment autosuffisante. Un mariage économique parfait, en quelque sorte. Et attention, l'auteur nous dit que cette peur n'est pas juste économique ou contemporaine. Non, elle serait ancrée dans une crainte historique bien plus profonde. Celle de voir ressurgir le spectre d'une puissance musulmane unifiée aux portes de l'Europe. Bon, si cette unité fait si peur, la question logique c'est comment est-ce qu'on l'empêche? Et là, l'auteur décrit ce qui ressemble à un véritable manuel de la division, des tactiques qui seraient mises en œuvre dans l'ombre. L'idée, c'est qu'il y aurait toute une stratégie d'action secrète méticuleusement pensée pour une seule chose, s'assurer que ces deux peuples ne se retrouvent jamais. Et cette stratégie, elle se déroulerait en 3 temps. D'abord, on sème la zizanie, on attise les haines nationalistes. Ensuite, on passe à la vitesse supérieure, on organise des violences ciblées pour faire monter la pression. Et enfin, l'étape la plus cynique peut-être, on mène des opérations terroristes qu'on attribue ensuite au mouvement qui justement prône l'unité. Et pour que ce ne soit pas juste une théorie en l'air, l'auteur donne un exemple concret. Le Front islamique du salut en Algérie dans les années 90. Selon la source, ce mouvement crée des ponts entre Algériens et Marocains, mais cet élan aurait été brisé net par un coup d'État et des attentats que l'auteur attribue à des services étrangers. Mais l'analyse ne s'arrête pas là. Pour l'auteur, la bataille n'est pas que sur le terrain de la géopolitique. Non, elle est bien plus profonde. Elle est idéologique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'auteur met en opposition deux visions de l'islam. D'un côté, une doctrine correcte, unificatrice, avec un message universel, celle-là serait redoutée par l'Europe. Et de l'autre, des doctrines corrompues, qui entretiennent la division, le nationalisme, et celle-là, au contraire, seraient activement financées. L'auteur ne s'arrête pas à une simple affirmation. Il détaille une supposée stratégie de soutien. Ça irait du financement direct au soutien politique, en passant par l'attisement des tensions, jusqu'à, et c'est une accusation très grave, l'élimination physique des leaders qui prônent l'autre doctrine. Donc, pour résumer sa pensée, le point clé, c'est que les puissances européennes auraient fait leur devoir d'histoire. Elles auraient compris que la seule chose qui peut vraiment unir les musulmans et donc menacer leurs intérêts, c'est cette fameuse doctrine correcte. Mais voilà, malgré tous ces plans présumés, l'auteur affirme qu'il y a quelque chose d'indestructible, une identité fondamentale qui ne peut pas être effacée. L'idée, c'est que même chez quelqu'un qui semble complètement détaché de la religion, qui est totalement assimilé, il resterait comme une petite braise, un noyau de foi qui ne s'éteint jamais vraiment, et qui peut se réveiller à tout moment. Et pour bien faire comprendre ça, il y a cette histoire assez incroyable qu'il raconte. Celle d'un jeune homme en Europe du Nord qui n'a jamais prié de sa vie et qui, pour des papiers, se retrouve à organiser son mariage dans une église. Et c'est là que tout bascule. En pleine cérémonie, au son des chants chrétiens, quelque chose se passe en lui. Il est submergé par l'émotion et il se met à pleurer, sans pouvoir s'arrêter. Et voilà, pour l'auteur, c'est la preuve ultime. Ce moment, c'est le réveil d'une foi qu'il ignorait posséder, et ça va transformer sa vie. Il deviendra par la suite un fervent croyant. Ce qui amène l'auteur à une conclusion pour le moins radicale. Si on ne peut ni assimiler ni convertir le musulman, qui reste ce roc solide, alors, selon sa lecture des choses, il ne resterait qu'une seule option aux yeux de l'Occident, la réduction de sa population. On arrive à la fin de l'argumentaire et l'auteur lance un dernier avertissement. Il dresse un tableau assez sombre de la situation actuelle et de ce qui nous attend. Ici, il utilise un mot très fort, un mot historique, jizya, ou tribut. Pour lui, la relation économique actuelle n'est pas du commerce équitable. C'est une extraction de richesses, des milliards qui partiraient chaque année de l'Afrique du Nord, au point de représenter, selon lui, la moitié du revenu national de certains pays.
Et pour sa conclusion, l'auteur fait une distinction qu'il juge vraiment cruciale. Il dit que l'Europe n'a pas peur de tous les groupes armés qui se réclament de l'islam. Pas du tout. Au contraire, ceux qui sont basés sur le nationalisme ou l'ethnicité avec une vision étroite ne seraient pas une menace. Et c'est sur cette idée qu'il nous laisse. Sa pensée finale, c'est que la peur ultime, la vraie de vraie, ce n'est pas juste un groupe armé, c'est la combinaison de la force militaire avec cette idéologie pure et unificatrice qu'il a décrite. Voilà la véritable menace perçue, selon lui.